Et je crois que maintenant, nous allons passer au débat. Je voudrais demander à tous ceux qui ont l'intention de poser une question, pas de faire un commentaire, de poser une question. S'il y a des commentaires, ils sont recevables, mais alors vous les écrivez. Si vous avez des questions, vous les posez directement, sans circonvolution, sans circonlocution. Et donc, elles seront vos questions très recevables. Et en plus, je voudrais préciser que quand vous avez votre micro baladeur en main, veuillez s'il vous plaît vous présenter sommairement pour qu'on sache d'où fuse la question. C'est très important. Merci pour votre compréhension. On va commencer maintenant. Non, permettez, je voudrais avoir cette directive. Nous commençons par là. Sur ma gauche, nous sommes 3 rangées. Sur ma gauche, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la tête, je prends seulement 3 questions. Oui, monsieur. Au début, au tout début? Non, l'autre. Voilà. Voilà, monsieur. Et puis, ce sera monsieur. Oui. Côté étudiant, quelqu'un a-t-il une... Oui, vous, là. Oui, c'est cela. Et alors, vous, s'il y a moyen de préciser à qui précisément vous adressez la question, faites-le. Ça nous aidera. Le premier, vous avez un micro-baladeur. Y en a-t-il, le micro-baladeur? Ok, merci, monsieur le professeur. Pour la parole, c'est Boucher Boukwete Jorel, le président du Forum économique de l'Université de Kinshasa. Ma question s'adresse au professeur Mukoko Samba. Dans les modèles qu'ils ont simulés, il y a une trajectoire type pour le développement qu'ils ont dégagé si le pays veut quitter du stade de pays à revenus faibles vers le niveau de revenus intermédiaires. Mais il nous a laissé avec un petit souci sur les projections faites des taux de croissance annuels que le pays est censé réaliser si d'ici 2030, nous voulons quitter des stades. Ces projections-là n'ont pas été faites. Si le prof peut revenir sur un commentaire, ça nous aidera pour des besoins d'analyse, mais aussi les taux démographiques qui doivent s'adapter à ces taux de croissance, parce que là, il parlait du PIB réel par habitant. Si la croissance démographique restait au stade actuel, où le gouvernement prévoit des politiques de planification, d'encadrement de la croissance démographique. C'est un peu ça ma question, monsieur le professeur. Merci infiniment. Le second. Merci beaucoup, merci le professeur, le modérateur, pour m'avoir accordé la parole. Merci Yende, si je peux appeler, mon nom n'a que 4 lettres. Les Y, les E, les N et les E. Chef de travaux au département de philosophie, faculté des lettres sciences humaines, Université de Kinshasa. Bien, la question est simple. Elle est adressée à qui? Elle est adressée au premier intervenant, le professeur Godempoï. Et si le ministre de l'économie peut faire un commentaire, ce serait quelque chose d'intéressant. Un jour, je vais à la bibliothèque, je lis l'ouvrage. Tout droit au but. Effectivement, professeur, l'ouvrage de Alexis de Tocqueville, intitulé « De la démocratie en Amérique ». Voici la leçon que j'ai tirée. Il dit « Le développement
d'un pays a 3 éléments. Le richesse, c'est-à-dire les sols et le sous-sol. Le Congo, nous en avons. Deuxième élément, les institutions et les lois. Le Congo, nous les en avons. Troisième et enfin, les mores. Il conclut en disant, parmi ces 3 éléments, le plus important, c'est le mores, le MERS. C'est le MERS qui fait que les Congolais puissent être conscients. C'est le MERS qui fait qu'un peuple soit correct. C'est le mores qui fait, c'est le mores qui fait. Question. N'est-ce pas que le mores congolais, n'étant pas une culture imposante, et qui fait que malgré nos richesses, malgré nos institutions, nous ne faisons que tourner au rond. Mes 2 professeurs, avez-vous un commentaire à faire? J'ai dit et je vous remercie. Merci infiniment. Le 3e et dernier pour cette rangée-là. J'ai désigné le 3e. Il est là? Oui, vous le faites venir. Merci beaucoup, c'est Atuta Hélène, la très licenciée en sciences économiques et de gestion, faculté de l'Université de Kinshasa. Ma question s'adresse à tous les intervenants, parce que commençons par le professeur Godempoï et le professeur Mukoko Samba. Vous avez parlé des obstacles ou encore des démons. Moi, je vous pose la question, comment Israël arrive à être un pays puissant malgré la guerre? Comment Israël arrive même à financer certains pays malgré la guerre? En tant qu'économiste rural, je ne trouve pas que le problème du pays serait aux obstacles que nous faisons. C'est dû à une volonté qui n'est pas efficace. Merci. Merci, madame. Rangée du milieu. Oui. Monsieur, oui. Oui. Professeur, pour le micro, il y a un problème de distance. Oui. Attendez. Là-bas au milieu, oui. Et monsieur à l'extrême gauche. Oui. Voilà. Merci beaucoup, professeur Kitombole. Professeur Kitombole, même génération que le professeur. Le professeur Kabea Chikoukou, même génération. Nous avons vécu la colonie. Alors, j'ai fait juste... C'est vrai en plus, nous avons vécu la colonisation. Vous êtes jaloux, quoi? Non. Non, je demande à ceux qui vous huent. Est-ce qu'ils sont jaloux? Allez-y. Je crois. Alors, j'ai suivi les intervenants. Tous les problèmes posés en économie que nous avons entendus aujourd'hui, ça pouvait éclairer tout le monde si vous avez commencé par l'état des lieux de notre pays en 60, pour qu'ils comprennent ce qui est arrivé. Sans ça, c'est difficile qu'ils puissent comprendre, parce que le pays était en développement. Le ministre Julien Paluku, il a dit que on avait 9700 industries ou quelque chose comme cela. Alors, je ne vais pas aller plus loin que ça. J'ajoute maintenant, par rapport à tout ce que nous avons vécu, notre problème, c'est l'argent facile qui entraîne la destruction du travail productif, du travail avec rendement. Je ne vais pas aller dans les détails. Maintenant, je rentre dans les chiffres avec le professeur Poy. Le PIB là, moi je suis mathématicien, non? Sous la colonie, tout le monde était identifié. Donc on connaissait exactement le nombre.
Maintenant, notre pays, quand vous donnez le PIB actuellement, l'identification, le recensement s'est passé quand? Sur quel chiffre que vous basez pour arriver à trouver les 110? Alors, professeur Mpoy, je sais que vous êtes spécialiste en matière financière. Moi aussi, j'ai eu la chance de travailler avec les experts du budget et des finances. Je pose une question. Le budget que nous sommes en train de dire, nous sommes à 9 milliards, 10 milliards. Ce budget-là, est-ce qu'il y a un recensement économique pour qu'on arrive à ces chiffres-là? Moi, je suis sûr, s'il y avait un recensement économique, d'abord, l'identification pourrait nous donner exactement une assiette fiscale beaucoup plus large. Mais quand vous parlez avec les experts, ils vous disent, nous supposons seulement. Donc, il n'y a pas un recensement économique qui permet de nous dire que le budget en question est réel. Je m'arrête là, je laisse la parole aux autres. Merci infiniment, professeur. Au suivant. Merci, professeur Jacques Ebouémé. Ma question s'adresse au professeur Godin Mpoy. Jean Ziegler, dans son livre « Mes bases sur l'Afrique », dit qu'un dollar investi au Congo ramène à la Banque mondiale ou au Fonds monétaire international 5 dollars par jour. Le professeur Kalele, mon maître, 4 ans après l'apparition de l'ouvrage de Jean Ziegler, écrit « L'FMI et la situation sociale au Zaïre, Bassous Nabisengo, Bassous Namawa ». Je vous ai entendu ascenser ici le Fonds monétaire international, disant que quand le Fonds monétaire international nous accompagne, nous sommes arrivés à la croissance de 2 chiffres. Ma question, à qui profite la croissance des 2 chiffres ramenée par le Fonds monétaire international? Merci. Merci infiniment, professeur Ebouémé. Le tout dernier de cette rangée. Merci pour la parole. C'est Jean Odon Bokoto Mbalomoke, étudiant en 2e année de licence LMD Économie. J'ai des questions. La première sera posée au professeur Godin Mpoy et une deuxième question sera posée au professeur Moukoko Samba. Monsieur le professeur, depuis 1960 à nos jours, on parlait toujours de la situation économique de notre pays qui n'est pas en équilibre. Et ma question est celle-ci. Quelle est la cause principale qui a fait le déséquilibre ou l'instabilité économique depuis 1960 à nos jours? Et pourquoi? La deuxième question peut s'étendre et ne sera pas posée non seulement au professeur Moukoko Samba, mais elle peut être aussi posée à d'autres représentants du gouvernement ici présents, même aux étudiants également. Monsieur le professeur, vous avez été vice-premier ministre, ministre du budget, et aujourd'hui vous êtes vice-premier ministre, ministre de l'économie. Quel était votre apport et quel serait pour 2024-2028 pour changer la structure économique de notre pays? J'ai dit et je vous remercie. Merci infiniment pour les questions. Je crois qu'on va arrêter la liste ici. On a 6 questions. Pour la clarté des réponses, il vaut mieux qu'on ne soit pas constipé de questions. Et alors, si vous n'y voyez aucun inconvénient, Excellence,
messieurs qui avez exposé, vous avez à chacun de vous une question qui vous a été destinée. On va y répondre en suivant votre ordre d'intervention à la tribune. Professeur Mpoyi, vous avez la parole. Merci beaucoup, Pathias, pour la parole. Autant je vais répondre aux questions des personnes identifiées, autant je vais répondre aux anonymes, ainsi qu'à la préoccupation soulevée tout de suite par mon maître, l'aîné des aînés, le papa des papas, le professeur Kabe Chikuku. La première préoccupation qui était soulevée, c'était pourquoi nous n'avons pas intégré la donne revenu par habitant. Première précision, c'est que si vous suivez bien les sujets que j'ai abordés aujourd'hui, je parle de la gestion économique et non de la gestion du développement. Il y a une marge entre l'économie et le développement. Donc je voulais rester vraiment dans le schéma des cadres. Mais j'ai compris que c'était un appel du pied de la part de mon papa. Je vous ai dit qu'il m'a vu nu en culotte, en pantalon et aujourd'hui en cravate. Donc il voulait me dire, mais il fallait faire comme il y a 8 ans à la faculté. Et là j'ajoute que même si nous prenons les revenus par habitant de la RDC, de 2019 à 2023, il a encore augmenté. En 2018, nous étions à 550 et aujourd'hui, nous sommes à 690. Pour qu'on ne dise pas qu'il s'agit des maquillages de chiffres, c'est très simple à faire, c'est de l'arithmétique. Notre PIB aujourd'hui, c'est 69 milliards quelques. La démographie, c'est autour de 102 millions. Vous divisez, vous avez ces chiffres-là. Et si vous voulez davantage des assurances, allez sur le site de la Banque centrale, en appui à la Banque mondiale. Et pourquoi sur le plan international, je n'ai pas voulu intégrer cette variable revenu par habitant? Tous les spécialistes de la gouvernométrie sont d'accord que c'est un indicateur qui ne laisse pas apparaître la vraie puissance économique des États. Je vous donne l'exemple de la Chine. La Chine, c'est la deuxième puissance économique du monde. Mais lorsque vous avez son revenu par habitant, c'est seulement 5 500 $. Ça, c'est pour l'année passée. Parce qu'en fait, c'est une variable qui prend en compte et la puissance macroéconomique et la puissance démographique. Et du coup, pour celui qui n'a vu que les revenus par habitant de la Chine, il risque de croire que la Chine est plus pauvre que la Corée. Parce que la Corée du Sud, elle a plus de 12 milliards de $. Complétant mon grand frère VPM, le professeur Moukoko, en réalité, lorsqu'on parle des États revenus intermédiaires, États émergents et États développés, il y a un critérium qui a été fixé par l'ONU, le système des Nations Unies. Revenu intermédiaire veut dire que mon revenu par habitant oscille entre 1050 et 4000 $. État émergent équivaudrait à dire que mon revenu par habitant oscille entre 4000 et 12 000 $. Et donc, d'après les critériums des Nations Unies actuellement, pour être développé, il faut avoir un revenu par habitant supérieur à 12 000 $. C'était ça le contraste de cette variable. Donc vous allez voir, le maître a dit avec raison que la Corée du Sud s'est développée. C'est un pays que je connais pour y avoir séjourné. Ils ont un revenu par habitant supérieur à celui de la Chine. Or, sur le plan de puissance économique, la Chine, c'est la deuxième puissance économique du monde. Donc bref, je n'ai pas abordé cet aspect-là comme à la faculté parce qu'aujourd'hui, je ne parle que de la gestion économique. Je ne voulais pas glisser vers le développement parce que je savais qu'il y avait plusieurs intervenants. Ce que j'ai dit pour la Chine vaut également pour les 3 Guinéens. Vous allez voir, lorsque vous parlez de Guinée-Conakry,
Là, c'est quand même un peu nombreux, c'est autour de 12 millions d'habitants. Mais Guinée équatoriale et Guinée-Bissau ont moins de 2 millions d'habitants. Donc, lorsque leur revenu par habitant est supérieur à celui de la RDC, cela ne va pas dire que ce sont des États plus puissants que nous économiquement. Donc, rien que le classement du Fonds monétaire fait l'année passée, qui nous place en 10e position, explique tout. Donc, ce sont des variables qu'il faut relativiser et on les aborde plus quand on est dans le développement. Et moi, je suis de l'école du patriarche Chikuku. Nous ne voulons pas seulement de l'économisme. Nous validons tout par l'empirisme. Donc, si j'avais évité de recourir aux revenus par habitant, d'abord, mon sujet, je parle de la gestion économique et non de la gestion du développement, et regarder la situation de la Chine. Et la Chine s'accommode dans cette situation, pourquoi? Parce qu'au niveau du droit du commerce international, tous les États qui ne sont pas encore développés bénéficient de flexibilité. Et la Chine se contente de cet indicateur-là pour réclamer tous les avantages accordés aux États qui ne sont pas encore développés. J'ai pensé que c'était important de le dire au stade actuel. Et même quand on dit que le Canada et consorts, les États en avance avec moi, regardez la démographie de ces pays-là. Je suis d'accord que nous sommes en retard. Mais ce retard est causé essentiellement, je ne dis pas que maintenant il n'y a pas de faille. Ce retard est causé essentiellement par ceux qui nous ont gérés de 1975 à 2001. Et là, je ne vois pas seulement les grands maréchals, je vois tout ce qui va avec. Donc je voulais apporter cette précision-là pour que je ne sois pas seulement entendu, mais que je sois également compris. Et maintenant, je vais répondre aux questions qui ont été soulevées. La première, c'est le CTIP. Donc, il a commencé, c'est un philosophe. Philosophe, je le suis un peu, mais j'ignore. Mais il a posé une question hyper pertinente. En fait, le vrai problème, c'est le MERS. Et il y a un économiste américain, Gary Becker, prix Nobel de l'économie, c'est lui qui a développé la notion de capital humain. Gary Becker dit que le capital humain doit avoir 3 composantes. Études exigeantes, bonne santé et suffisamment d'éthique. Et c'est cela qui fait défaut à la RDC. Donc je suis d'accord avec non seulement avec Alain de Tocqueville, mais avec le CTIP. Donc la compétence, celle ne suffit pas. Il faut ajouter à la compétence la santé et l'éthique. À ce qui concerne la question posée par Hélène, on n'avait pas bien saisi les titres parce que ça crachait. Si, je présume que vous êtes professeur. Elle dit, mais vous nous parlez de la guerre, mais Israël est en guerre, mais elle est toujours puissante. Donc là, vous me ramenez sur le terrain de l'économie de guerre. Ce n'est pas la question à l'ordre du jour. La situation géopolitique d'Israël n'est pas celle de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent la vie économique internationale, ils auraient constaté que tous les 10 ans après les grandes crises économiques, il y a des guerres d'envergure mondiale. Ce sont des guerres programmées pour relancer les économies des grandes puissances du monde. Parce que j'entends souvent les gens qui parlent de Poutine, mais je dis, mais nous sommes foutus. Premier exemple, après la crise de 1929, nous avons connu la Deuxième Guerre mondiale. Et la Deuxième Guerre mondiale n'a pas commencé en 1940, comme on l'a dit. Elle a commencé en septembre 1939. Calculez bien, ça fait 10 ans. C'est de l'intelligence économique. Ce sont des guerres qu'on programme pour relancer l'économie des grandes puissances du monde. Parlons de la guerre russo-ukrainienne. Mais lisez bien l'histoire économique du monde. 2008, crise de subprime. Et en 2018, les Américains ont vu comment Poutine venait encercler l'Ukraine. Personne n'était intervenu. Ce sont des guerres qu'on programme. Quel est l'enjeu du jeu? La Russie a une RTL, donc je suis désolé parce que j'ai fait aussi l'économie des guerres. La Russie
avait une artillerie qui avait vieilli. On ne pouvait pas jeter ça dans la mer. Il fallait provoquer une guerre et gagner des sous parce qu'on aurait utilisé cela. Les États-Unis, s'ils voulaient arrêter cette guerre, pourquoi en 2018, ils n'avaient pas menacé Poutine? C'est de l'intelligence économique. Les États-Unis ont réussi leur calcul parce que le conflit se passe en Europe. Vous allez voir que cette crise n'a affecté que des États européens. Et pour le moment, tous les indicateurs économiques des États-Unis sont au vert. Le PIB, la quantité du PIB, la quantité des États-Unis dans le PIB mondial, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, était de 50%. Depuis lors, elle avait chuté à moins de 25%. Avec cette guerre, ils viennent de dépasser encore la barre de 25%. C'est de l'intelligence. Et ce sont eux qui viendront reconstruire l'Ukraine. Et donc, c'était tout simplement pour vous dire que la guerre qui nous est imposée, il ne faut pas la comparer à celle d'Israël qui est soutenue par les États-Unis. Je vous ai dit que juste après l'échec du socialisme, les États-Unis soutenaient le maréchal Mobutu parce qu'ils voulaient la stabilité chez nous. Lorsque le socialisme a échoué en 1991, l'option a été levée pour qu'on puisse donner le pouvoir aux anglo-saxons. C'est ça la réalité de cette guerre. Et donc, elle nous a imposé, c'est comme mon collègue Pambou l'a dit, c'est juste pour freiner notre élan de croissance. J'ai vu, là je dois me mettre debout, le professeur Kitombo m'a fait cours en 1987. C'est grâce à lui que j'ai appris comment on peut résoudre mentalement les intégrales. Et je souligne qu'en 1987, il était le seul bidoc dans cette université. Donc je me suis mis debout pour saluer cette grande intelligence. Mais au-delà de ses éloges, j'ai aimé sa modestie. Il est mathématicien. C'est ça la modestie scientifique. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, vous trouvez les physiciens qui interprètent la Constitution. Et j'ai reconnu, c'est grâce à lui que j'ai appris à rentrer à l'école plusieurs fois. Alors, il pose une question pertinente. Il dit, mais tout ce que vous dites là, Bidier, est-ce qu'il y a eu recensement économique? D'abord, sur le plan finement scientifique, rien que par l'approche des dépenses, le PIB égale C plus I plus G plus X moins M. Donc ici, C, c'est la consommation des ménages. I, ce sont les investissements. G, ce sont les dépenses du gouvernement. X, ce sont les exportations. Et M, ce sont les importations. Donc ça, ce sont des choses vérifiables. Et dans la pratique, comment ça se passe? Je crois que les membres du gouvernement ici savent comment ça se passe. Il y a toute une direction au niveau du ministère du Plan qui centralise toutes ces activités. C'est pour vous dire que ces chiffres sont vrais. Et comment on travaille, mon grand frère, le VPM, il sait comment je l'embête. Parce que moi, j'utilise les sites de la Banque centrale, de la Banque mondiale. Un jour, je l'ai appelé pour qu'il montre aussi d'autres sites. Parce que nous faisons des rapprochements pour éviter des erreurs. Donc, il s'agit de choses vraies. Et encore, la bonne nouvelle pour la RDC, c'est que jusque-là, c'est seulement ce qui est capté par la comptabilité nationale. Avec la numérisation, c'est possible que d'ici 2028, si on numérise, ce PIB pourra être au moins triplé. Donc, je l'ai dit très sincèrement que ce sont des chiffres vérifiés, variables, et théoriquement et empiriquement au niveau du ministère du Plan. À ce qui concerne les budgets, votre étudiant a léger avantage d'avoir travaillé pendant 25 ans à la douane et d'avoir conseillé des multinationales en matière fiscale pendant au moins 20 ans. Donc ce sont des recettes qui sont nivellées à la Banque centrale. Le gouverneur de la Banque centrale est là. Ces recettes sont nivellées et lorsque vous lisez toutes les recettes nivellées, en 2022, il s'est produit un miracle financier dans ce pays et cela n'avait jamais eu lieu. Nous avons fait un excédent budgétaire que les autres confondent avec l'excédent de trésorerie. Nous avons bel et bien effectué ces dépassements-là, mais je comprends les préoccupations de mon maître. On dit on ne sent rien. Non. Le développement d'un État, c'est une démarche processuelle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Rostow l'a dit avant moi.
L'Europe a été construite pendant 400 ans. Je peux vous montrer les films dans des États comme Texas aux États-Unis. En 1913, il n'y avait pas de route asphaltée. Donc, le développement est par essence chronophage. Et je continue. Il y a... Je lis difficilement les... oui, voilà. Alors, il pose une question où il dit, à quoi sert cette croissance? C'est une très bonne question. Tous les collègues ici ont été revenus là-dessus pour son effort. On ne dit pas que la croissance actuelle est à la hauteur de nos misères. Mais nous constatons que depuis 2019, on a créé plus de richesses, plus de recettes que par le passé. Ça, ce sont des faits. Mais nous ne disons pas, c'est pourquoi je m'étais avisé de ne pas aborder des questions développementalistes. Donc, d'après le PNSD, que le prof Daniel Moukoko évoquait tout de suite, je suis déçu de vous le dire, donc le développement de la RDC, c'est à l'horizon 2050. Mais la vérité, c'est que si nous travaillons durement, nos conditions de vie s'amélioreront au fil de l'eau. Donc, c'est-à-dire du jour au jour. Et il y a également Jean qui... Oui. Oui, le premier commentaire est celui-ci. La vérité est qu'il y a plusieurs opportunités d'affaires au Congo et nous-mêmes, nous n'avons pas la fureur de vaincre. La preuve en est qu'aujourd'hui, toutes les affaires sont contrôlées par des expatriés. Donc, la Phénicie, donc ce qu'on appelle les Liban, c'est autour de la Méditerranée, ils ont le commerce dans les sangs. Et il y a une étude qui a été menée à l'Université catholique de Louvain par des personnes neutres. Ils sont arrivés à une conclusion, dont je peux vous l'envoyer, qu'au Congo, il n'y a que 3 peuples qui peuvent faire le commerce. C'est les Nandé, c'est les Tétéla, et le 3e peuple, j'ai oublié, ça va revenir après. Donc, ça, ce sont des choses vraies. Ici, les gens, c'est quand on est aux affaires, qu'on donne... En fait, il n'y a pas de bourgeois au Congo. On peut peut-être parler d'une certaine bourgeoisie politico-administrative. Quand on est en fonction, on frime, et 2 ans après la révocation, on commence à trimer dans des guébardes. Donc, la richesse, c'est toute une culture. Donc, si les expatriés trouvent que le terrain est fertile ici, c'est parce qu'ils ont ces flairs-là. Pour ne pas monopoliser la parole, je réponds rapidement à la dernière question et comme ça, je vais passer le micro aux collègues. Donc, sauf erreur de ma part, je me rends compte que bel et bien, j'ai répondu à toutes les questions qui m'étaient posées. Et lorsqu'on était venu ici, c'était pour montrer si on a évolué ou pas. À la question de savoir, est-ce que nous avons évolué, nous disons oui. À la question de savoir, est-ce qu'il y a un leadership au Congo, nous disons oui. Et nous le démontrons scientifique. Les résultats à l'appui. Mais le gouvernement actuel a encore des efforts à fournir. C'est de lutter sans concession contre le détournement des biens de l'État. C'est de numériser davantage l'économie pour capter l'économie souterraine et nous verrons nos conditions de vie s'améliorer. Donc voilà le peu de réponses qu'on pouvait donner au stade actuel. Merci beaucoup, professeur Mpoui, pour ce tour d'horizon que vous venez de dire. Je vous ai dit qu'il était provocateur, vous vous en êtes rendu compte. Il a creusé maintenant les questions qu'il avait survolées. Merci infiniment pour cet exposé. Professeur Moukoko Samba, vous avez la parole. Est-ce qu'il y a des questions qui vous ont été destinées? Oui, oui, il y a des questions qui m'ont été destinées d'abord par Joël Boukwete, je pense. D'abord, Bochab Joël. Bochab Joël. C'est Bochab? Oui, Bochab. Okay, Excusez-moi. Bochab Joël, oui.
C'est une question simple. C'est le taux de croissance pour les différents scénarios, c'est bien ça. Le scénario de référence, c'est-à-dire la projection des tendances actuelles, c'est 6% l'an jusqu'en 2035 et 4% au-delà. Tandis que le scénario qui a été appelé scénario extractif dans le PNSD, c'est le scénario le plus optimiste avec un taux de croissance annuel moyen de 10%. Et le scénario intermédiaire entre les deux a un taux de croissance annuel moyen de 8 à 8,6%. Mais il ne faut pas uniquement s'arrêter au taux, parce que chaque scénario est tout un narratif. Le scénario extractif, par exemple, qui est préféré dans ce document, il suppose que le pays valorise ses ressources naturelles. C'est donc tout un nouveau modèle économique qui se met en place, permettant au pays de donner de la valeur, ici localement, progressivement bien sûr. Il y a monsieur le ministre Julien Paluku, en tant que ministre de l'Industrie, a beaucoup travaillé sur la question de la chaîne de valeur des batteries des véhicules électriques, qu'il faut mettre en place dans une zone économique spéciale transfrontalière entre la Zambie et la RDC. Il y a également des projets de transformation de produits forestiers dans une zone économique spéciale qui serait dédiée à ce secteur, dans les environs donc de Kinkole, sans oublier les autres zones économiques spéciales qui sont identifiées dans le plan directeur d'industrialisation dont le pays s'est doté il y a quelques années. Je voudrais maintenant répondre, je voudrais quand même rebondir sur l'interpellation du professeur Kitombole. Et je voudrais parce qu'il nous dit, mais vous vous trompez peut-être dans vos analyses parce que vous n'avez pas fait l'état des lieux de ce que nous avons hérité en 60. Il y a dans cette assertion un certain angélisme, que tout était bien à l'époque coloniale, qu'on nous a laissé une économie prospère. Pourtant, toutes les publications de l'IRES, et le professeur Kabia Chikuku, qui a côtoyé ces grands chercheurs, de Michel Noro à Fernand Bézi, qui ont été ses professeurs, à Jean-Louis Lacroix, industrialisation au Congo, à Christian Comelio. Quand on lit cette littérature, on se rend compte que l'économie du Congo belge était essoufflée à la fin de la colonisation. En 1959, pour la première fois, le Congo belge demande l'assistance financière de la métropole. Parce que le Congo belge se finançait seul depuis 1908. Mais en 1959, le budget ne peut pas être bouclé sans une assistance financière de la Belgique. La même Belgique que le Congo belge a financé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en 60, dans le budget de 1960, c'était pareil. Ça, c'était le résultat du poids démographique qui devenait croissant, le résultat du coût du développement du capital humain parce que le taux de scolarisation croissait. Et ces ouvrages indiquent clairement, surtout l'ouvrage de Jean-Louis Lacroix, qui dit la croissance économique au Congo sera bloquée vers la fin des années 60. C'est bien ce qui est arrivé avec l'essoufflement de l'industrie manufacturière qui était importatrice d'intrants, et la rareté des devises étrangères pour continuer à soutenir l'importation des intrants a bloqué l'industrie manufacturière qui s'est effondrée avec le pillage. Pour répondre, je pense à toujours le professeur Kitombole, vous avez raison professeur, il faut un recensement de la population dans ce pays.
En réalité, il n'y en a eu qu'un seul. Juillet 1984. Un seul recensement en 64 ans d'indépendance, ce n'est pas honorable. Et notre gouvernement fera de son mieux pour qu'un recensement général de la population et de l'habitat soit organisé avant 2028 pour qu'on ait enfin des chiffres plus fiables de la population. Parce qu'il est vrai que le manque de données crédibles du recensement de la population, ajouté à la difficulté de l'identification du citoyen, pose des problèmes notamment au fisc. Le professeur Godem Poyi, qui étudie ces questions, sait qu'en RDC, la DGI n'a pas dans son répertoire de contribuables plus de 200 000 contribuables. Donc dans un pays où l'on dit que nous serions 90 millions ou 100 millions, il n'y a pas plus de 200 000 enregistrés par la Direction générale des impôts comme étant assujettis à l'impôt le plus courant, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu. Bien sûr, chacun de nous paye les autres types d'impôts, notamment l'impôt sur la consommation. Mais pour imposer la propriété, pour imposer le revenu, il faut identifier les contribuables et il faut identifier le bien, identifier la propriété à imposer. Il est évident que quand ces efforts seront faits, il devrait en résulter une capacité de collecte des ressources publiques beaucoup plus élevée. Enfin, je voudrais répondre à Jean Odon. Jean Odon me pose une question, il me dit, vous avez déjà été au gouvernement, qu'est-ce que vous aviez fait pour que vous reveniez aujourd'hui? Si j'ai bien compris sa question. Le professeur Kabia Chikoukou a bien fait de retenir ce mot qui a été prononcé par notre collègue, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ou plutôt par notre chef du gouvernement, la première ministre, la solidarité gouvernementale. Quand on est membre du gouvernement, ce n'est pas l'affaire d'une star. Ce n'est pas comme dans la conférence qu'il y a eu dans cette même salle il y a quelques jours où il y a une star qui a dit le leadership c'était moi, le leadership c'était moi, vous n'en avez pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que, oui, la stabilité du taux de change, vous pensez que c'était l'affaire d'un seul individu? Nous étions nombreux dans ce gouvernement qui y avions contribué. Vous pensez que la stabilité du taux d'échange sur cette période-là n'avait pas été préparée par les gouvernements précédents? Si, il avait été préparé par le gouvernement précédent. Le professeur Godem Poyi vous a parlé du pire, le programme intérimaire renforcé qui a succédé au pays, le programme intérimaire qui s'est mis en place dans ce pays en 98-99, avant que les institutions de Bretton Woods ne reviennent en 2001. Et c'est avec elles qu'on met en place le programme intérimaire renforcé, avec la mise en place de DSRP pour préparer le désendettement. C'est ce processus-là qui a conduit à l'effacement de la dette en 2010. Près de 8 milliards de dettes effacées avec des ressources additionnelles de l'initiative multilatérale complémentaire, les ressources de la BAD et de la Banque mondiale, qui ont permis de construire l'université de Kindu, qui ont permis de réhabiliter la faculté polytechnique ici, qui ont permis de réhabiliter l'université de Kinshasa. Ça, c'est le fruit d'un travail qui s'est étalé sur une certaine période, les uns reprenant ce que les autres avaient fait jusque-là. C'est ça un gouvernement, c'est ça le fonctionnement d'un État, c'est dans la continuité. Parce que les graphiques que nous avons présentés, je crois que le professeur Godem Poyi il a dit, et je l'ai confirmé, c'est en 2002 qu'on arrête la descente aux enfers. Et on commence à remonter. Depuis 2002, notre pays n'a pas enregistré un taux de croissance négatif. Les seules années
où le taux de croissance du PIB a été inférieur au taux de croissance démographique, c'est 2008, avec la crise mondiale des subprimes, et c'est récemment 2020, avec la crise mondiale de Covid. Mais depuis 2003-2004, le taux de croissance, parce qu'en 2002, il était quand même de 2%, donc il était inférieur au croît démographique, mais depuis 2004, le taux de croissance, chaque année, est supérieur au croît démographique qui est de 3%. J'en profite pour revenir à la question de Bouchab, pour dire, parce que je crois qu'il y avait aussi une deuxième question sur le taux de croissance démographique. Vous savez qu'il est aujourd'hui estimé à 3%, mais les projections démographiques montrent qu'il va se stabiliser vers 2 à 2,3% dans les années à venir, parce que notre pays est à la porte de la transition démographique. Et c'est ça qui fait qu'il est urgent que l'on fasse tous les efforts nécessaires pour pouvoir profiter du dividende démographique qui est à notre portée dans les années à venir. Donc, mon cher Jean Odon, moi j'ai joué ma partition dans le gouvernement dans lequel j'avais été comme vice-premier ministre, ministre du budget. Aujourd'hui, je vais jouer ma partition et je vous ai indiqué quelles sont les priorités du ministère de l'économie nationale. Je vais donc jouer ma partition dans le gouvernement de Madame Judith Souminois, sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et avec Monsieur le ministre Julien Paloukou, nous allons nous retrouver dans la grande commission économie, finances et reconstruction pour que finalement ce que nous disons ici, c'est pourquoi tout à l'heure nous avons parlé de courage politique, pour que ce que nous disons ici, nous le fassions et qu'on sorte de ce prétendu crise de leadership qui en réalité n'existe pas. Je vous remercie. Mes respects, chers maîtres. Mes respects, chers maîtres. Mes respects, chers maîtres. Juste 5 secondes. Respectueusement. Oui, je voulais compléter juste un détail parce que le VP Moukoko a parlé de l'année 2020. Ouvrez vos oreilles pour que vous sachiez que le leadership fonctionne en RDC. En 2020, la Belgique a fini cette année-là avec un taux de croissance négatif. Le Rwanda, taux de croissance négatif. Brazzaville, taux de croissance négatif. Mais la RDC avait un taux de croissance positif de 1,7%. Oui, merci professeur. Je vais compléter les professeurs par quelques commentaires. Moi, je pense que nous sommes dans un milieu universitaire. Ce qui est important, c'est aussi d'aborder les aspects pédagogiques du développement. En fait, le développement ne s'obtient pas par une génération spontanée. Lorsqu'on voit l'histoire de l'Europe, on l'a rappelé ici, l'Europe a fait 400 ans. La Chine, sa trajectoire, c'est sur plus ou moins 40 ans. Donc vous voyez que de l'Europe à la Chine, on est en train de régresser sur les niveaux qu'on peut utiliser pour rattraper le développement. Et moi, je suis confiant et conscient que pour l'Afrique et la RDC en particulier, nous ne ferons ni 400 ans, ni 40 ans. Les outils de planification qui sont mis en place nous projettent sur 20 ans. Et donc, comme nous sommes dans un processus sur 20 ans, on ne peut pas déjà juger à la deuxième, à la troisième année les niveaux que nous aurions pu atteindre ou que nous allons atteindre en 20 ans. C'est le sens de tous ces outils de planification. Quand on rappelle les aspects historiques, zaïrianisation, dictature, pillage de 91-92, les guerres à répétition, les rébellions, en fait, ce sont des éléments qui influent sur la gouvernance politique, et la gouvernance économique et la gouvernance sécuritaire. Et quand ces éléments ont une influence sur les trois types de gouvernance, eh bien, ça affecte le niveau de développement du pays. Deuxième élément, lorsque un intervenant a dit que quand on investit $1 ici, on gagne 5, c'est effectivement parce que la politique de cette époque était basée sur l'extraction. Maintenant, on a inversé les tendances.
on ne prend plus les matières à leur état brut, notre plan de développement, c'est qu'on fait la transformation locale. Et j'ai été ministre de l'Industrie pour piloter les vastes programmes de la chaîne de valeur des batteries électriques. Parce que je l'avais dit encore dans cette salle, que finalement notre gouvernement, sous le leadership de Félix Tshisekedi, a identifié la demande mondiale. Comme nous sommes dans la transition énergétique, eh bien, 2035, le Parlement européen a voté une loi pour dire qu'il n'y aura plus de véhicules à moteur thermique qui vont circuler sur le continent européen. Et donc la demande mondiale de demain, je l'ai rappelé plusieurs fois, c'est 500 millions de véhicules électriques. Or, pour arriver aux véhicules électriques, il faut des batteries électriques. Et les batteries ont besoin de précurseurs de batteries. Et ces précurseurs sont obtenus à travers le cobalt, le lithium, le manganèse, le nickel. Et tous ces éléments, nous les avons. Voilà pourquoi la RDC a signé effectivement ces cadres de coopération avec la Zambie pour développer cette chaîne de valeur à laquelle la RDC a invité d'autres. Et les États-Unis nous ont déjà rejoints en signant un Memorandum of Understanding, un MOU avec la RDC pour développer ensemble cette chaîne de valeur. Donc, la RDC est sur la trajectoire. Et donc, nous devons nous satisfaire de partager tous ces éléments avec les milieux scientifiques pour sceller ce mariage entre les politiques et les scientifiques. Dans les plans directeurs de développement industriel, je n'ai pas évoqué un segment important du développement de la RDC. C'est ce que le professeur Mokoko Samba a appelé les zones économiques spéciales. Lorsqu'on a subdivisé la RDC en 6 espaces industriels, dans chaque espace, on va y développer effectivement des zones économiques spéciales. Ces 3 concepts, zone, c'est un espace économique, c'est-à-dire où se déroule une activité économique spéciale, c'est-à-dire où les règles dérogent au droit commun. Je donne 2 ou 3 exemples. Le premier exemple, c'est que lorsque vous investissez comme entreprise dans une zone économique spéciale, vous avez 5 ans d'exonération totale, renouvelable une fois, ça fait 10 ans. Lorsque vous êtes un développeur de la zone, vous avez 10 ans d'exonération totale, renouvelable une fois, ça fait 20 ans, et la Chine l'a fait. Voilà pourquoi les gens ont cru que les produits qui venaient de la Chine étaient moins chers. Parce que ces produits étaient produits, si vous mettez la tautologie, dans des espaces qui ont des incitations que le gouvernement a mises en place. Est-ce que le gouvernement congolais est en train de faire aujourd'hui? Si vous passez à Maluku, nous sommes maintenant en train de produire les carreaux et des faïences. Ça réduit la facture de nos importations. Demain, ça sera des tôles. Après, demain, des médicaments. Après, des clous. Les matériaux de construction, lorsque vous voyez les tableaux que j'ai présentés, ça vous prend une part importante de la facture d'importation qui pèse sur notre économie. Et donc, ces outils-là que le gouvernement est en train de mettre en place, projetés sur 10 ans, sur 15 ans, vont nous permettre de réduire ces déficits criants et petit à petit de nous placer sur la trajectoire comme d'autres pays. Et je crois que d'ici 2035, 2040, 2050, la RDC parlera un autre langage. Malheureusement, nous les Congolais, pour être ennemis aux Congolais, il faut faire des projections. Si vous dites qu'en 2035, on arrivera à tel niveau de développement, les gens vous disent, mais est-ce que moi je serai là? Si nous commençons à réfléchir par rapport à moi, si je serai là, à ce moment-là, nous sommes dans l'immédiateté. Mais aujourd'hui, la thématique, c'était la rétrospective et la prospective. Et donc, je nous invite plus à être dans la prospective pour savoir ce que sera la RDC d'ici 30, 40, 50 ans, même si nous, physiquement, nous ne serons pas là. Merci. Le professeur Pambou n'a pas eu de questions, mais professeur, pendant juste 2 minutes, veuillez prendre l'une ou l'autre des questions qui ont été posées à tous les panélistes. Vous prenez au choix une question, vous avez 2 minutes pour nous donner votre point de vue. Merci beaucoup, très cher maître. Moi, par contre, j'ai pensé faire un commentaire et peut-être aussi à la fin commenter un peu sur Israël. Dans mes temps morts à la Banque centrale, j'ai fait un effort de m'inscrire à un programme universitaire
et qui m'a permis de décrocher un diplôme sur Israël, mais ce n'est pas un diplôme de très grand, je vais dire d'une très grande ampleur, mais pendant 6 mois de formation, j'ai eu un diplôme sur Israël. Donc peut-être avec une petite expertise, j'ai le droit à travers ces diplômes de parler un peu d'Israël. Mais un petit commentaire, j'ai entendu ici le VPM, Excellence Moukoko, parler de, je vais dire, d'un comportement des stars. Permettez-moi, je crois que, très cher maître, mes 2 minutes peuvent même mourir là-bas, je m'arrêterai. Je crois que parfois on nous a appris dans certains proverbes que l'oiseau qui chante beaucoup n'a pas souvent beaucoup de graisse. Je crois que ce proverbe est très important. Goebbels a dit qu'il fallait répéter, parler beaucoup, même s'il s'agit d'un mensonge. Les battages médiatiques pourraient faire de ces mensonges une vérité. C'était la théorie de Joseph Goebbels, le chargé de la communication de Hitler. Donc ce n'est pas parce que vous avez dit une chose qui n'est pas vraie qu'elle peut être considérée comme vraie parce qu'il n'y a pas eu opposition à ce que vous avez dit. Entre 2012 et 2015, en tant qu'expert à la Banque centrale, j'ai mené beaucoup d'analyses. On nous a parlé de taux de croissance à 2 chiffres. Taux de croissance à 2 chiffres, stabilité monétaire, célèbre stabilité macroéconomique. Aujourd'hui, je vais faire un commentaire sur ça pour donner un certain nombre d'éléments qui peuvent, je crois, remettre en cause certaines, je vais dire certaines déclarations et montrer que le silence de ceux qui pouvaient dire un mot n'était pas considéré comme une caution au mensonge. Vous voyez le PIB qu'on nous a présenté ici, le PIB, taux de croissance. Je fais un exercice. Vous prenez le PIB, il est globalement calculé. 2012-2015. Faites un simple exercice. Isolez les secteurs miniers. On appelle ça le PIB hors mine. Vous pouvez pleurer. Le professeur Moukoko parle du revenu national disponible brut. C'est le meilleur indicateur qui permet au fait de saisir, d'appréhender la richesse créée sur le plan national, par une nation. Enlevez les transferts et vous allez voir ce qui va se passer. C'est-à-dire, dans notre pays, lorsque le secteur minier prospère, premièrement, cette prospérité est expliquée par le cours. Donc, la croissance du secteur minier en RDC est tirée par la demande extérieure. Or, un véritable PIB devra laisser de tentacules. C'est le PIB par la valeur ajoutée. Production, c'est-à-dire que salaire, excédent brut d'exploitation, impôt. Même aussi par la formule de la production, X moins consommation intermédiaire. Ça aussi c'est très intéressant. Et comment voulez-vous que lorsque l'on dit que le PIB a connu un croît intéressant, comment voulez-vous que cela profite? C'est un peu une réponse à la question qui nous a été posée. Comment voulez-vous que cela profite à la nation lorsque tous les revenus, la valeur monétaire réalisée reste à l'étranger? Parce que ça quitte les pays sous forme de transfert de revenus. Comment pouvez-vous vous régaillardir d'une telle performance qui n'est pas en réalité trop vraie? Donc ça posait un problème. Je suis étonné du haut de ma petite formation, mais de grande valeur parce qu'elle est formée par les meilleurs, mes maîtres à l'UNIKIN. Vous voyez un économiste bondir de joie parce que le taux de croissance, le taux d'inflation annuel fin période en 2015 se situe à 0,85%. Vous avez déjà vu ça où dans une économie responsable? Un taux d'inflation de 0,85%. Et quelqu'un passe à la télé pour dire voilà, ça c'est la performance. Mais qui vous a dit qu'en économie monétaire, sur les questions spéciales d'économie monétaire, qui vous a dit qu'un taux d'inflation vrai, meilleur, doit être proche de zéro? Alors que le taux d'inflation, c'est là où se trouve ma thèse de doctorat, le taux d'inflation optimal pour la RDC tourne autour de 9,75%. Donc si un premier ministre vous amène vers un taux de 0,85, au fait, il assèche l'économie.
il appauvrit l'économie. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, toujours, donc, je vais dire subsidiairement ce que je viens de dire, à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelle la répression monétaire, où vous avez un taux de liquidité de l'économie qui est qui est totalement inférieur. C'est-à-dire, pour qu'il y ait croissance dans une économie, il faut qu'il y ait une quantité de monnaie qui permette de faire tourner cette économie-là. Lorsqu'on applique la rigueur monétaire, on impose une rigueur monétaire, alors que les besoins de liquidité de l'économie sont à un certain niveau. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est un taux d'inflation faible. Mais il faut appeler le professeur Mabimoulouba pour expliquer ça, vous verrez, dans son cours de théorie monétaire. Donc, ce sont des choses qui n'ont pas rencontré beaucoup d'opposition, sans oublier, comme vous avez dit, Excellence VPM, un premier ministre qui dit, voilà, je suis le champion des excédents budgétaires, mais il ne faut pas confondre excédent de trésorerie avec excédent budgétaire, parce que l'excédent budgétaire, quand vous le calculez sur base de la formule solde budgétaire primaire, où vous faites seulement dépenses moins, ou recettes moins dépenses, vous commettez une erreur. Mais allons dans le solde budgétaire base engagement. C'est là où se trouve la vérité. Avec tous les encours des dettes, ainsi de suite. Donc, ce sont des choses qui n'ont pas rencontré peut-être beaucoup de contradictions. Voilà pourquoi à la Goebbels, on les a considérés comme des vérités. Non, c'était des contre-vérités, des contre-performances. Alors, pour ce qui est de l'économie israélienne, c'est une économie de guerre? Oui, parce que, vous savez, Israël est vraiment encerclé par... Alors, il y a quelque chose qui fait d'Israël un pays exceptionnel. Premièrement, c'est un pays où même un ancien président de la République, lorsque on vous attrape dans un cas de corruption passé ou récent, vous irez en prison. Souvenez-vous du président Ehud Olmert. Il a fait la prison. Il n'y a pas beaucoup de pays comme Israël où la loi est sérieusement et sévèrement au-dessus de quiconque. C'est donc la qualité, le problème de mœurs auquel a fait allusion le chef des travaux. Israël est l'un des fleurons de la recherche et développement, la technologie, la productivité, les innovations. Israël est parmi les meilleurs au monde. Après les Silicon Valley, c'est Israël. Donc tout ce que nous voyons ici, avions, véhicules, les téléphones ici, Apple, tout ça, il y a des composantes des technologies israéliennes là-dedans. Israël est l'un des rares, sinon le seul pays au monde qui a pu, en tant qu'un pays semi-désertique, s'accorder une véritable autonomie alimentaire. Avec la politique agricole de Kibbutz, en maîtrisant les déserts fleurissent en Israël. Ça permet à Ésaïe 44 de s'accomplir. Même les déserts deviendront des forêts. Israël les fait. C'est l'un des rares pays au monde qui n'a pas de l'eau douce d'une manière générale, à part l'eau du Jourdain, que la Jordanie aussi essaye de chercher à contrôler. Mais Israël a pu domestiquer l'eau salée de la mer et la transforme en eau douce. Israël l'a fait. Mais avant toute chose, la puissance d'une nation se retrouve dans sa défense et sécurité. C'est l'une des grandes puissances militaires au monde. C'est ce que la RDC n'a pas pu faire. On ne peut pas être un pays aussi puissant comme le nôtre et avoir des frontières poreuses. Donc, aujourd'hui, nous devrons, comme Israël, repenser l'armée, en faire les fers de lance même de nos politiques économiques. L'armée. Je ne veux pas aller trop loin. Israël a des accords de zone de libre-échange, cher maître, depuis 1984, avec les États-Unis et puis plus tard l'Union européenne. Donc si vous essayez de menacer Israël économiquement, elle a des ressorts en termes de marché ailleurs. Voilà ce qui fait la force de cette économie, en dépit du fait qu'elle soit entourée de voisins réputés bellicistes. Je vous remercie, cher maître. Merci pour ce commentaire. C'est un commentaire tout à fait englobant qui a contenu une grande partie de technique en économie, mais ça a été lumineux cette réponse. Et je voudrais ici
l'économie, nous avons des normes qui viennent des Nations Unies, des normes qui viennent des organisations internationales. Il y a dans le coin là une production de l'IRES sur le conflit des chiffres entre l'Afrique et les organisations internationales. Je vous invite à passer, pour ceux que cela intéresse, passez voir le tour, faire le tour là-bas pour avoir cette publication. C'est l'IRES. Je voudrais également ici dire une chose. Je vois la professeure Yandjou au premier rang ici. C'est une héroïne. Elle a travaillé sur le manioc, notre aliment de base pour toute la République. Et son manioc à lui peut remplacer le pain sur toute l'étendue de la République. Professeur Moukoko, voici la professeure Yandjou. Ce qu'elle a fait est brillantissime. Et je crois que dans ce que nous faisons comme effort, ce que le gouvernement entend déployer comme effort pour produire localement l'alimentation de ce peuple, dans ce que vous faites, vous ferez et faites encore au gouvernement pour réduire les importations, surtout les importations alimentaires. Voilà l'héroïne. Elle est parmi nous. Je voudrais demander que vous l'applaudissiez. Aucune question n'ayant été posée au professeur Loubo, souffrait alors que nous puissions arrêter le débat à ce niveau. Parce que le temps est très avancé, nous avons forcé la note avec des personnalités qui ont une grande responsabilité dans la gestion de l'État. Je pourrais, en attendant que le recteur vienne les féliciter et les remercier pour cela, dire un mot, dire tout simplement qu'ils nous ont fait plaisir de nous donner cette occasion de débattre de notre propre destin, de débattre de notre propre économie. Je voudrais passer la parole oui, je vous cherchais des yeux. Waouh, quelle était belle cette grande messe économico-économique, n'est-ce pas? Nous tenons à dire un tout grand merci à nos éminents intervenants pour leur disponibilité et pour les informations, toutes les informations par eux nous livrées. Merci beaucoup. Nous tenons à remercier très vivement le professeur Kabea Chikoukou pour avoir mené de main de maître cette séquence. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, pouvons-nous les applaudir très très fort? Merci à vous tous. Merci. Mesdames et messieurs, toutes les bonnes choses ayant une fin, nous sommes arrivés au terme de cette grande messe scientifique, au terme de ces assises scientifiques, et nous invitons pour le mot de la fin, au nom du comité d'organisation, le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion. Et juste après, nous allons inviter le recteur qui prononcera le mot de clôture au nom de Madame la ministre empêchée. Monsieur le doyen, s'il vous plaît. Madame. Honorables députés et sénateurs, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Excellences, Mesdames et Messieurs, quand la faculté des sciences économiques et de gestion a envisagé d'organiser cette conférence, elle a eu beaucoup d'appréhension. Appréhension sur les risques, différents risques
appréhensions aussi sur ce qu'on appelle la déformation possible de l'histoire et d'autres appréhensions. On nous a dit que lorsque les ancêtres voyageaient et qu'ils entreprenaient un long voyage de plusieurs jours, quand ils se sentaient assoupis, ils s'arrêtaient pour se reposer, pour dormir, mais aussitôt ils faisaient marche arrière, plusieurs kilomètres en arrière. Et c'est là qu'ils dormaient. Le lendemain, ils revenaient, repassant par l'étape qu'ils avaient déjà atteinte pour continuer plus loin, et ainsi de suite. Ça paraît être une logique un peu torturée. Mais c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous faisons. Et cela a produit des fruits. Les risques de dérapage que nous avons craints, les risques de conflictualité dans la prise de parole par rapport à ceux qui ont précédé, il y a quelque temps, ce risque a pu être évité. Donc nous voudrions louer le sens des responsabilités de tous ceux qui ont pris la parole et le sens des responsabilités des organisateurs, y compris le comité de gestion, qui nous ont permis de faire marche avant, de faire marche arrière et de toujours progresser. Et grâce à cela, nous pensons qu'il est possible de continuer à organiser ce genre de conférences, débats, sans avoir peur d'autres appréhensions, sans avoir peur qu'il en sortira des conflits majeurs, qu'il en sortira des risques, que ce soit au niveau politique, au niveau scientifique. Nous avons vu tous ensemble qu'un débat scientifique approfondi est possible dans ces chapiteaux de semaine en semaine. Voilà pourquoi je voudrais féliciter tout le monde et je vous en remercie. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Nous invitons à présent le représentant de madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, monsieur le recteur, à bien vouloir venir prononcer le mot de clôture. Monsieur le recteur, s'il vous plaît. Honorable député national, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Excellences, Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur le président de la grande association des professeurs de l'Université de Kinshasa, distingués invités en vos titres et qualités tous reconnus. Qui n'a pas pu constater que la science est belle? Qui n'a pas aimé cette circonstance qui nous a permis, pour certains, depuis 7 heures du matin, qui nous a permis de tenir le coup jusqu'à 15 heures. Permettez en votre nom à tous que je présente très sincèrement mes remerciements et de tout cœur, c'est tout sauf formel, à nos distingués orateurs qui nous ont accordé ce temps agréable. Mais je m'en voudrais si je ne présentais pas à toute l'assistance les excuses de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, que le devoir d'État a retenu ailleurs. Il m'a demandé de vous dire qu'il aurait été très heureux d'être avec nous. Ceux parmi nous qui ont son calepin d'adresse personnelle, qu'ils disent le recteur de l'université a présenté officiellement vos excuses. Nous aurons besoin du ministre des Finances, n'est-ce pas, déjà pour le développement de notre île brasserie. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, l'université de Kinshasa se veut réellement une université solution aujourd'hui. Que de vous apporter des doléances multiples et nombreuses, même en votre titre d'alumni de cette institution, nous souhaiterions surtout que vous nous fassiez confiance. Voilà pourquoi, nous ayant approché aujourd'hui, vous avez découvert la soif de toute cette jeunesse
et accepter que nous vous apportions ce que nous pouvons faire, l'expertise de l'université dans l'implication réelle pour la résolution des questions existentielles de notre pays. Vous nous avez, tous les orateurs, donné beaucoup d'espoir aujourd'hui. Même le médecin que je suis a compris que le pays n'était pas maudit. J'ai compris le sens de certaines informations, etc., et accepté de manière évidente. Nous nous engageons à embellir avec vous encore davantage cette salle et d'organiser, sans que cela ne passe dans la routine, assez régulièrement, je pense au minimum, une grande conférence scientifique dans ce beau chapiteau qui fait la fierté de l'Université de Kinshasa. À vous tous qui avez eu tant de patience, soyez tous individuellement et collectivement remerciés pour avoir fait montre d'autant de patience et surtout de discipline. Je vous remercie. Ouais. Je déclare fermée la grande conférence de ce jour qui a porté sur la gestion économique de la RDC 64 ans après l'indépendance, rétrospective et surtout inscription dans la prospective. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le représentant personnel de madame la ministre. Donc, juste après les hymnes, nous allons demander pour le cocktail à tous les camarades étudiants de rester dans le chapiteau, dans cette partie-ci du chapiteau. Le cocktail leur sera servi ici. Tandis que tous nos invités, nous allons leur demander de passer derrière ce rideau, donc soit par la droite, soit par la gauche, pour rejoindre l'arrière du chapiteau pour le cocktail. Ceci étant dit, je vous invite à bien vouloir vous lever pour l'exécution des hymnes respectivement de l'UNIKIN et national. Chorale, s'il vous plaît.